Alain Guimol est journaliste au service économie du quotidien La Croix. Pour rendre concrète la mondialisation, il a voulu voir comment sont acheminés les milliards de marchandises vendues dans nos supermarchés. Pendant une semaine, il a embarqué sur un porte-containers géant qui voyage entre la Chine et l'Europe. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 1. Voyage à bord d'un porte-containers. Je m'appelle Alain Guimol, je suis journaliste au quotidien La Croix depuis une vingtaine d'années et je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait à bord d'un porte-containers, un navire géant de la CMA-CGM, la compagnie de navigation maritime qui est basée à Marseille, et qui m'a accepté pendant quelques jours à bord d'un de ces porte-containers géants, un de ces navires qui font les voyages entre la France et la Chine, enfin entre les ports de l'Europe du Nord et la Chine. C'était en 2011. En fait, l'idée de ce reportage, c'était une idée au départ un peu abstraite. Il s'agissait d'incarner la mondialisation, de se dire... Bon ben voilà, qu'est-ce que c'est toutes ces marchandises qui arrivent chez nous. On sait globalement que une bonne partie de ces marchandises sont fabriquées en Chine et sont vendues sur nos marchés, dans nos supermarchés. Et si c'est possible, c'est parce que y a des grands bateaux qui font comme ça les allers-retours entre l'Europe et la Chine et qui amènent toutes ces marchandises. Et donc l'idée, c'était de montrer ça d'une manière un peu concrète, en se plaçant sur l'axe de transport, enfin puisque cet axe est quand même vital pour que ce système puisse exister. En fait, l'idée nous est venue parce que j'ai reçu une publicité dans ma boîte aux lettres mail, qui proposait de faire des voyages sur un porte-containers. C'est qu'en fait, ces porte-containers, il y a des cabines vides à bord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. Et donc, pour rentabiliser les voyages, enfin trouver une manière supplémentaire de rentabiliser les voyages, les compagnies maritimes proposent à des voyageurs de pouvoir passer du temps à bord et de pouvoir partager la vie de l'équipage et voyager. Quand j'ai vu cette publicité, bon, j'avoue, moi j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup les bateaux, ça me fascine. Et donc m'est venue l'idée de ce reportage en me disant, ben voilà, en partant à bord, ça serait une manière de raconter ce que font ces gens et quelle est l'activité de ces grands bateaux. J'ai pris contact avec la compagnie maritime et puis eux ont été intéressés par l'idée. Il faut bien dire que c'est assez rare en fait qu'une entreprise fasse ça. Moi, je suis donc journaliste économique et je dois dire que souvent les entreprises protègent beaucoup leurs informations, leur activité et ne donnent accès qu'à la partie d'information qu'elles veulent bien. Et donc c'est assez frustrant quelquefois ce travail. Mais là, sur ce reportage-là, une des raisons pour laquelle ça s'est bien passé, c'est parce que la compagnie maritime a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire a accepté que je m'embarque. Et puis à partir du moment où j'étais embarqué, j'étais avec l'équipage, je vivais avec eux et donc j'avais accès à tout ce que je voulais voir. Ils m'ont permis de partir à bord d'un navire qui s'appelle le La Pérouse, qui est donc un de ces très grands bateaux qui emporte des containers et qui fait donc en permanence des allers-retours entre l'Europe et la Chine. Il fait la tournée des ports de l'Europe du Nord et puis départ vers la Chine, donc en passant par la Méditerranée, le canal de Suez, le tour de l'Inde. Et puis une fois arrivé en Chine, la tournée des ports chinois, Shanghai, Hong Kong et au-delà, un peu plus au nord. Et donc ce sont des bateaux qui partent finalement quasi vides, parce qu'ils amènent quelquefois des déchets qu'on doit recycler en Chine. Ils amènent aussi beaucoup de machines-outils que les Allemands vendent aux Chinois. Et par contre, ils reviennent chargés à rbord d'électronique, de produits textiles, de meubles, de tout ce qu'on consomme chez nous. Et donc c'était assez étonnant. J'ai pu faire le voyage de la tournée des ports de l'Europe du Nord, depuis le Havre, donc Rotterdam, Hambourg, Anvers et le Havre. Et donc je suis redescendu du bateau au Havre. Et donc me voilà parti un soir de printemps 2011 pour le Havre, et où j'ai été accueilli par un représentant de la compagnie qui m'a amené à bord du bateau, parce qu'il y a quantité de portiques à passer. C'est des endroits où il y a beaucoup de marchandises qui a de la valeur, donc c'est extrêmement sécurisé. Là, j'avais beau avoir été préparé au fait que le bateau était très grand, 365 mètres de long, 65 mètres de large,
c'est absolument énorme, gigantesque. C'est même plus grand qu'un porte-avions. Ces porte-containers sont faits vraiment pour transporter beaucoup de marchandises. C'est des entrepôts flottants qui contiennent des boîtes, des containers, qui sont le moyen le plus facile de transporter la marchandise. Et donc sur ce bateau-là, il y en a 13 800. C'est comme ça qu'on appelle ces bateaux, on les appelle les 13 800. Et donc, pour monter à bord, il faut monter par une échelle qui est en cordage et avec des marches en bois et qui est suspendue le long du flanc du bateau, incliné. Et donc, on monte, on est déjà à 20 mètres de haut quand on arrive sur le pont. Et c'est pas tout, parce que sur le pont, il y a ce qu'on appelle le château. C'est tout l'espace de vie, l'espace où travaille l'équipage. Et ce château fait lui-même 10 étages. Donc c'est comme si on avait un immeuble de 10 étages posé sur un pont à 20 mètres de haut. Et donc tout en haut de ce château, de cet immeuble, se trouve la passerelle, ce qu'on appelle la passerelle, c'est la cabine de pilotage. Et là on est à 60 mètres de haut, au-dessus du port. Et donc on domine complètement le port du Havre. On a vu sur les grues, les quais, les autres navires, les containers qui s'étendent à perte de vue, ces boîtes de toutes les couleurs. Et c'est absolument phénoménal. Et donc je me suis embarqué comme ça sur ce bateau. J'ai été accueilli par le commandant, Victor Broy, un homme qui était en fin de carrière. C'était son avant-dernier voyage, si je me souviens bien. Un homme assez sec, assez direct, qui m'accueille, et tout de suite il me dit bon, alors il faut que je vous explique quelque chose. À bord, on parle pas de cordage. Ce que vous à terre vous appelez ça un cordage, pour nous c'est un bout. À terre vous parlez de fenêtres, nous on a des hublots. Vous parlez de boussole, nous on parle de compas. Et puis vous aurez pas une chambre, vous aurez une cabine. Enfin voilà, il m'explique comme ça que à bord il faut employer le langage des marins. Et c'est là qu'on prend tout de suite conscience que quand on monte à bord d'un bateau, on rentre un peu dans un autre monde. Et donc voilà, j'ai eu ce premier accueil comme ça, un peu. Alors, j'étais un peu déstabilisé. Et puis après, il m'a dit bon, vous pouvez faire ce que vous voulez à bord, vous pouvez circuler partout. Voilà, et puis on va se voir à l'heure du repas. Voilà, je prends possession de cette cabine. Elle faisait 35 mètres carrés. C'est-à-dire, c'est vraiment, bon, en plus quand on vit à Paris, on a des petits appartements. Voilà, il y avait un espace avec un canapé, une grande table, un grand lit à 2 places, une grande salle de bain. Enfin, c'était absolument fastueux. Et puis comme la cabine était assez haut en hauteur aussi de mes fenêtres, j'avais vu sur les grues, tous les mouvements du port. Et donc l'une des premières choses que j'ai fait quand j'étais dans ma cabine, c'était de regarder par les fenêtres, et puis il y a des espèces de balcons sur le côté du château, donc où on peut sortir en plein air, et là on a une vue fantastique sur le balai des grues qui attrapent les containers, qui les prennent, qui les sortent, et donc on voit également les grutiers qui sont vraiment à quelques mètres de moi, dans des cabines transparentes en fait, parce qu'ils doivent avoir une vue parfaite pour voir les containers qui sont sous eux. Donc en fait, ils sont quasiment suspendus dans le vide, dans une cabine tout en verre. Et ils manœuvrent avec des joysticks, ils manœuvrent cette espèce d'énorme grue pour attraper les containers à une vitesse qui est sidérante. Et donc c'est un balai permanent de mouvements, et puis des chocs de métal, et puis le bruit des grues. C'est pas calme du tout, hein. Un bateau à quai, c'est une espèce de fourmilière parce qu'il y a aussi des marins des gens qui assistent les grutiers, qui viennent sur le bateau pour détacher les containers. Les containers sont attachés les uns aux autres par un système de vis, et donc ils doivent dévisser ça pour permettre aux grutiers d'attraper les containers. Et donc il y a ces gens qui passent d'un container à l'autre comme ça, qui enlèvent les loquets, et puis les grutiers qui les attrapent. En fait, tout ça va très vite, et c'est absolument fascinant de voir ce mouvement et c'est vraiment ça que j'étais venu voir et venu chercher. Donc j'étais vraiment déjà comblé par ça, parce que ça permet de comprendre. Voilà, c'est l'économie en marche, quoi. Et c'était vraiment concret. À bord du bateau, il y a une trentaine de personnes. Pour manœuvrer et faire vivre ce bateau de 365 mètres de long, il y a seulement 30 personnes. Une dizaine d'officiers, et puis une vingtaine de marins qui sont des Philippins. Alors tous les officiers sont français,
et tous les marins étaient philippins. Et les marins naviguent pendant 6 mois d'affilée, et les officiers font une rotation. Ils font donc 70 jours de mer, et puis après ils reviennent en France et ils font 70 jours de repos. C'est leur vie. Une des premières choses que j'ai pu faire en étant à bord, c'est donc de visiter le navire avec un jeune officier, un élève officier de marine, à qui le commandant a demandé de me montrer un peu les lieux. Et donc nous voilà partis pour faire le tour sur le pont. Et donc c'est là où on prend vraiment la mesure de ce qu'est ce bateau, parce que quand on part du château, on part vers l'arrière et puis on fait tout le tour. Déjà, ça fait 800 mètres de long. C'est-à-dire l'équivalent de 2 stades, 2 tours de stade. Et donc, rien que pour faire le tour du bateau, on met 20-25 minutes, juste pour faire le tour. Même si un porte-container, c'est quelque chose de très moderne, et si la navigation moderne est très sécurisée, malgré tout, les marins savent que ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Quand ils sont en mer, il faut qu'ils soient capables de trouver une solution à tous les problèmes qui peuvent leur arriver. Et puis ils savent aussi qu'à n'importe quel moment, ils peuvent avoir une avarie, il peut y avoir de mauvaises conditions de mer, et donc ça, c'est une chose qui est très présente pour eux. Le danger existe malgré tout le temps. La survie de tout l'équipage dépend de chacune des personnes qui est à bord. Et donc il ne faut pas qu'une personne qui est à bord s'isole, commence à vivre tout seul dans son coin, parce que cette cohésion est essentielle à la bonne marche du bateau. Et donc, à partir du moment où moi j'étais à bord, ils m'ont considéré comme faisant partie de l'équipage, comme étant l'un d'entre eux. Si quelqu'un ne vient pas pour participer et être là, ou faire une partie d'échecs, ou etc., on s'étonne, on l'attend et on s'inquiète de lui, on se demande qu'est-ce qu'il fait. Et donc je devais vivre cette vie avec eux, parce que pour le reste du temps, on peut passer des journées entières sans voir personne. À bord d'un bateau aussi grand, si on a une tâche qui se fait à un endroit du bateau, évidemment, on peut se retrouver pendant de longues heures tout seul. Et ça m'est arrivé aussi, j'en profitais pour faire beaucoup de photos. J'en ai profité puisque j'avais la liberté totale de circuler à bord du bateau. Je suis allé partout. Je suis allé jusqu'au fond des cales. Et en une semaine, je crois que j'ai pas réussi à faire le tour du bateau. C'est tellement grand. C'est un bateau qui est tellement gros qu'il est extrêmement stable. Et c'est seulement quand on est vraiment en haute mer qu'on sent un léger mouvement de roulis, mais le bateau est quand même, fend les vagues. Il est plus fort que les vagues. Après, il est certain que c'est un bateau qui va pas dans les zones de tempête. C'est-à-dire que quand il y a vraiment une forte houle, il a la météo, il dispose de toutes les informations météo, et donc il évite les zones de tempête. Si bien que, en fait, quand on est sur le pont, c'est extrêmement stable. Par contre, oui, il y a du vent, oui, on a des goélands qui s'accrochent à l'arrière du bateau, qui nous suivent, qui volent quelquefois, on les voit à quelques mètres de soi. Et donc et puis on a l'odeur de la mer, on a les autres bateaux qui passent, qui semblent souvent beaucoup plus petits. On aperçoit très vite des grands champs d'éoliennes marines, c'est-à-dire que quand on arrive au niveau de la Belgique, puis plus loin du Danemark, ce sont des pays qui ont développé des grands champs d'éoliennes en mer. Et quand on passe à côté, on passe quelquefois assez près, on les voit à quelques dizaines de mètres de nous, c'est assez magique aussi de voir ça. Moi, je vivais au rythme de vie de l'équipage, c'est-à-dire je me levais assez tôt. De toute façon, c'est un lieu de travail. Un bateau, c'est un lieu de travail. Et donc, et en fait, un travail qui s'arrête jamais d'ailleurs, parce que quand quelqu'un va se coucher, quelqu'un d'autre doit le remplacer, et donc occuper son poste pendant la nuit. Et donc en fait, il y a des quarts, surtout sur la passerelle, mais aussi au moteur, au compartiment moteur. Et donc en fait, la vie ne s'arrête jamais à bord. Moi, j'ai essayé de profiter de chaque moment, et donc en fait, je dormais assez peu. Je passais beaucoup de temps sur la passerelle la nuit. Et c'est vrai que la nuit, c'est très impressionnant de voir ces marins qui doivent comme ça garder cette même vigilance pendant des heures et des heures, y compris aux petites heures du jour ou au plus profond de la nuit.
Alors, ils éteignent toutes les lumières pour mieux voir la mer, et ils mettent des filtres bleutés sur les instruments, si bien que ils sont pas éblouis par la lueur de tous les cadrans qui sont sur la console de pilotage. L'un regarde en permanence la mer, tandis que l'autre regarde en permanence le radar de bord. Tous les mouvements se font d'une manière assez réfléchie, assez lente, en regardant la carte, en comparant la carte, le radar, etc. Il y avait un moment qui était aussi très très important à bord, c'était celui des repas, parce que c'est le moment où on se retrouve tous et donc où chacun qui a travaillé sur des points parfois très éloignés les uns des autres sur le bateau peut partager les informations. Et puis aussi c'est un vrai moment de vie, même si on est dans un univers industriel, moderne. En fait, il y a des choses, il y a des traditions qui demeurent. Et pour les marins, c'est quelque chose de très très fort. Par exemple, on mangeait donc à table. Avec une nappe blanche, avec de l'argenterie, dans une pièce où il y avait un buste de la Pérouse qui nous regardait. La qualité de l'alimentation aussi, c'est important pour eux. Enfin, et ça soutient beaucoup le moral s'ils ont la possibilité d'avoir des bons repas. Et donc, on mangeait très très bien à bord. Il y avait un chef qui cuisinait, et donc un maître d'hôtel qui nous servait. Il y a une chose sur laquelle on fait pas de sacrifice, c'est ça. Le moment peut-être le plus impressionnant de cette navigation, c'était les arrivées dans les ports, les moments où quand on s'approchait des ports, il y avait un pilote qui arrivait, qui montait à bord. Alors quelquefois il était élitreillé par hélicoptère, et souvent il arrive dans une petite embarcation qui s'appelle une pilotine. Il vient, il accoste, le bateau est en marche, et alors il se met à la même vitesse que le bateau. Et puis, il monte à bord par une échelle le long du flanc du bateau, et il vient nous rejoindre sur la passerelle pour piloter les dernières manœuvres au moment de l'arrivée. Parce que tout ça est extrêmement régulé, et donc le commandant a l'obligation d'être assisté d'un pilote. C'est quand même là que j'ai pris conscience de l'extrême difficulté qu'il y a à manœuvrer ces énormes bateaux. Et en fait, c'est là où on se rend compte de la démesure de ce qu'on a construit, quoi. Enfin, tous les gens qui naviguaient à bord me racontaient. Bon, nous, on a commencé à naviguer il y a une vingtaine d'années. Les bateaux avaient 5-6 000 containers à bord, et déjà on trouvait ça énorme. Et puis aujourd'hui, on fait des bateaux qui ont donc 13 800 containers à bord, mais on sait que y a des projets de faire des bateaux qui auront 18 000 containers. C'est maintenant la taille qui est devenue standard pour ces bateaux, hein. Moi j'ai fait ça en 2011, mais déjà aujourd'hui il y a des bateaux qui ont 18 000 containers, et donc ils approchent quasiment les 400 mètres de long. Et donc on est vraiment aux limites de ce qu'on peut imaginer comme navire. Enfin, ça devient complètement démesuré. Le second du commandant me disait les assurances ont assuré la marchandise qui est à bord de notre bateau pour 1 milliard. Donc il y a 1 milliard d'euros de marchandises à bord quand le bateau revient de Chine. C'est absolument gigantesque, c'est énorme. Et donc voilà, je suis revenu de ce reportage avec le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on est arrivé presque aux limites d'un système qui consiste à faire fabriquer dans un coin du monde tout un tas de marchandises pour les vendre dans d'autres coins du monde, et puis à fabriquer ces énormes bateaux pour faire en sorte que les coûts d'acheminement soient les plus bas possibles. Parce que faire venir un container de Chine en Europe, enfin c'est quelque chose qui coûte autour de 2 000 euros. Donc c'est pas on a réussi à faire baisser, grâce à ces énormes bateaux, on a réussi à faire baisser les coûts de transport très très bas. Mais en même temps, ça se fait au prix de la construction de ces bateaux qui sont maintenant très très difficiles à manœuvrer. Quand j'ai dû débarquer, oui, ça a été assez difficile de descendre du bateau. Oui, ouais, je serais bien resté à bord. On a sur Internet, on a la possibilité de voir où circulent tous les bateaux du monde. Il y a un site qui permet de voir. Et donc après être descendu du bateau, pendant longtemps, je me mettais sur ce site Internet, je regardais où il était, et je pensais à l'équipage qui lui avait poursuivi le voyage après moi, et qui donc était en route pour la Chine. Et j'ai suivi toute leur navigation jusqu'en Chine et retour. Et puis après, bon, la vie continue, et
Et voilà. Mais le commandant du navire, je l'ai revu après. Bon, évidemment, je leur ai envoyé les reportages. Et puis, le commandant, son fils voulait devenir journaliste. Et puis, il me posait beaucoup de questions sur la presse, sur mon métier. Et évidemment, moi, j'aime mon métier et j'avais plaisir à en parler. Et donc, je lui ai proposé de venir nous voir au journal. Et il est venu un jour et voilà, il a assisté à une conférence de rédaction. Et c'était comme si on s'était quitté la veille, quoi. Vous pouvez lire le reportage d'Alain Guimol et voir le diaporama photo de la vie à bord du La Pérouse sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application La Croix.